Tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue à cet épisode spécial du balado Le Compte de 8 spécial parce qu'on est de retour après un peu plus de 8 mois d'absence. On va s'assurer d'être là au cours des prochaines semaines ou prochains mois. On travaille sur un peu revenir à un rendez-vous bi-hebdomadaire à compter de 2021. Je vais prendre le temps pour vous remercier pour les réactions extrêmement positives à la suite de l'annonce de notre retour. Des fois, on lance ça dans l'univers en sachant pas trop s'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent ou le regardent. Eh bien, vous avez été nombreux à manifester votre joie à la suite de notre retour. Donc, vous avez aussi été extrêmement nombreux à nous écrire au cours des derniers mois pour savoir ce qui se passait avec nous. Donc, comme je vous l'ai mentionné, on est un peu sidérés par la portée de ce que nous faisons. Donc, sachez que nous sommes très reconnaissants pour vos mots d'encouragement que vous nous avez envoyés au fil des mois. Et là-dessus, j'ai le plaisir d'accueillir mon grand ami Adrien Meur. Bonjour, Adrien. Salut Francis, moi aussi ça me fait plaisir et moi aussi je remercie tout le monde pour le soutien qu'ils nous ont démontré au cours des derniers mois. Merci à tous et merci de nous écouter. Adrien, dans un monde idéal, on aurait reçu le grand gagnant de la soirée du Carré d'As, Yves Ulysse Fils, mais en raison des Mhm. circonstances qu'on connaît, on a décidé de le laisser tranquille et de passer notre tour. Et Ouais. pour le début de l'émission, je voulais revenir sur l'aspect technique, ce qui est ta grande force, Adrien, ce pourquoi les gens aiment t'écouter. Un peu les clés de la victoire pour Yves Ulysse Fils dans ce combat contre Mathieu Germain. Ça a été une domination là, en règle du boxeur Ouais. originaire du quartier Saint-Michel. Effectivement, eh bien ça, je m'attendais à un combat peut-être un peu plus, mais on a vu dès le début du combat que Yves Ulysse a mis Mathieu Germain sur les talons. Il a avancé sur lui, il l'a fait reculer, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours vu de la part d'Yves Ulysse dans ses combats où il avait eu de la difficulté. Je pense au premier contre Steve Claggett, à sa défaite contre Barroso. C'est des combats où il avait eu j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt ou qu'il n'était pas sharp mentalement, si tu veux. Et il avait tendance à être un peu trop passif, à travailler en coup unique, à attendre un peu trop l'opportunité parfaite de lancer ses coups, alors que là, il a pris l'initiative, il a avancé, il a fait reculer Mathieu Germain, et à mon avis, c'est ça la grande clé du combat, c'est que Germain a besoin, lui, pour attaquer, de se donner des angles, et tu peux pas vraiment te donner d'angle quand tu es en train de reculer. Tu dois le faire en avançant, et ça, Mathieu Germain a du mal à le faire. Euh, il semblait un petit peu off aussi sur son timing, mais si Mathieu Germain a pas paru aussi bien que d'habitude, c'est parce que Yves Ulysse, lui, a montré toute l'étendue de son talent et l'a empêché, a un peu neutralisé la boxe de Germain en avançant constamment. Et on va comme ça a parfois été le cas. Il a travaillé vraiment en combinaison. Il a laissé aller ses mains, pas des longues combinaisons, mais des combinaisons de 2-3 coups. Et c'est ça qui a fait la grosse différence. J'ai noté aussi qu'il a amélioré son jab, qu'il l'a beaucoup utilisé pour préparer ses attaques et pour vraiment maintenir Germain à la bonne distance. Alors que parfois, il avait tendance à vouloir travailler uniquement en contre-attaque avec des coups de puissance, que ce soit tout le crochet. Et je trouve que sa boxe se développe beaucoup mieux quand il utilise son jab pour préparer toutes ses attaques. On sait que pour Après, ouais, vas-y. On sait que pour ce combat, Yves Ulysse avait fait appel au service d'un nouvel entraîneur, John The Iceman Scully, qu'on a connu notamment pour son Mhm. travail avec Chad Dawson. Donc, pas pour rien, sont devenus une amélioration notable du côté du Ouais. jab. Bon, Scully n'était pas dans son coin physiquement à Rimouski en raison des règles imposées par la santé publique. Il ne pouvait pas se permettre de respecter la Mhm. quarantaine puisqu'il y avait un autre de ses protégés qui se battait en Floride quelques jours auparavant. Donc, est-ce que tu as vu vraiment des effets tangibles autres que le jab avec Scully? Est-ce que, par exemple, le fait qu'il ait pu faire 5 semaines de sparring à Hartford au Connecticut en amont du combat, ça a changé beaucoup de choses selon toi? Ouais, je pense que l'approche mentale du combat a été bien meilleure du côté de Ulysse. Le fait d'avoir du sparring de qualité comme ça dans un gym reconnu avec des adversaires de bonne qualité, ça permet d'engranger de la confiance et ça permet d'arriver sur le ring en ayant vraiment la sensation qu'on a les capacités de remporter ce combat. Et c'est peut-être ça qui avait manqué parfois à Ulysse. J'ai l'impression que dans les combats où il a eu de la difficulté, c'était plus un blocage mental qu'autre chose, parce qu'on sait que le physique, il a les qualités physiques, il a les qualités techniques aussi pour remporter ces combats-là, mais c'était vraiment au niveau de l'approche du combat, de l'approche mentale. Je pense qu'il y avait peut-être un petit souci, et là, pour ce combat-là, au contraire,
l'ai trouvé sharp. J'ai trouvé qu'il était vraiment, il avait vraiment confiance en ses moyens et il n'avait pas peur d'envoyer plusieurs coups. Il a l'opportunité parfaite. Il n'attendait pas d'être sûr à 100% d'atteindre la cible pour lancer ses coups. Et ça fait une grosse différence parce que le volume est important, surtout dans un volume de coups, est important, surtout contre un boxeur comme Germain qui, lui, peut en lancer des coups, peut lancer des longues combinaisons. Il faut que tu arrives à matcher son niveau d'activité et il a fait mieux que ça. Ulysse, il a même, c'est lui qui a dicté le rythme du combat, c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il y avait des échanges et quand est-ce que c'était un peu plus tranquille. Donc, je pense que le travail avec Scully, c'est vraiment le jab. On a vu la grosse différence au niveau du jab, mais je pense que l'autre grosse différence, c'est le niveau mental, où on a vu une nette amélioration du côté d'Ulysse. As-tu vu des similitudes avec les 3 premiers rounds du combat contre Cletus Seldin? Ça remonte déjà longtemps, là, décembre Ouais, 2017, si ma mémoire ne me joue pas de tôt. On avait vu un Ulysse en mhm, pleine possession de ses moyens, peut-être exact. les 3 derniers quarts du combat un peu plus prudents parce qu'on connaît la force de frappe de Cletus Seldin, mais le Ouais. fait d'imposer le rythme, c'était finalement le Ulysse des beaux jours qu'on a déjà vu. Ouais, on l'a vu, c'est ça, très confiant, comme ça avait été le cas contre Saldin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas eu de knockdown dans les 3 premiers rounds, comme c'était le cas contre l'Américain. Mais c'est vrai que au niveau même du langage corporel d'Ulysse, au niveau de l'attitude, ça ressemblait beaucoup plus à ce combat-là, et même au niveau technique, où contre Saldin, il essayait de partir ses mains. Il mettait c'était pas des coups uniques, c'était vraiment des combinaisons qu'il laissait pas. Je trouve que ça, c'est vraiment la similitude qu'on peut faire entre ces deux combats-là. Après, Germain a peut-être encaissé un petit peu mieux les coups, mais par contre, contre Seldin, je pense que Ulysse voulait vraiment marquer le coup. C'était sur HBO, c'est la télé américaine, et il frappait vraiment en puissance dans les premiers rounds, alors que là, contre Germain, il s'est plus sur la précision que sur la puissance dans les premiers rounds. Et par contre, on a vu à partir du 6e, 7e, c'est là qu'il a appuyé un peu plus ses coups. On sentait que les coups de Ulysse portaient plus à ce moment-là. Et on a vu le résultat que ça a eu sur Germain. Cette combinaison là des deux crochets, crochet gauche et le droit qui suivait après, ça a sonné Germain et il n'a jamais été en mesure de les récupérer. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui a fait qu'il s'est blessé, je ne sais pas si c'est la cheville ou le pied, je pense que c'est la cheville, mais qui s'est blessé au niveau de la jambe. Et ça dérange énormément un boxeur comme Germain, dont le jeu de pied est un des grands atouts, et il a besoin de ses pieds pour pouvoir développer vraiment sa boxe et utiliser toutes ses qualités. Et au moment où il était blessé au pied, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, surtout qu'il avait été évidemment sonné par cette combinaison et le, le, les deux qui arrivent en même temps, c'était beaucoup trop pour Germain et il a dû baisser pavillon. Dans le cas de Germain, est-ce que tu expliques ce qui s'est passé par une simple mauvaise soirée au bureau ou le problème est plus profond? Parce que faut quand même faire remarquer, là, c'est sa deuxième défaite en 3 combats. Puis c'est un peu Mhm. le même genre d'excuse, entre guillemets, qui avait été servi après cette défaite contre Uriel Pérez en disant bon, ben, les coups n'ont pas sorti, je n'étais pas en pleine possession de mes moyens. Est-ce que le problème est peut-être plus profond que ça? Peut-être. Écoute, c'est toujours difficile de revenir d'une défaite. C'est ça, les gens souvent, les amateurs souvent se plaignent un petit peu des adversaires quand tu reviens d'une défaite, mais c'est très important de reconstruire ta confiance parce que tu, quand tu reviens comme ça d'une défaite, surtout d'une défaite par KO, comme ça a été le cas pour Germain, il faut reprendre tes marques, il faut reprendre ta confiance, il faut que tu montes sur le ring en ayant conscience que tu peux encaisser les coups de l'adversaire et que tu n'as pas cette fraction de seconde d'hésitation parce qu'il y a un coup qui se prépare en face, que tu as, j'aime pas ce mot-là, mais que tu as peur, que tu crains les coups qui arrivent. Et il y a pas vraiment eu ce genre de combat de remise en confiance du côté de Germain. Alors peut-être que ça a été un facteur, parce que je l'ai trouvé moins explosif que d'habitude, j'ai trouvé un peu off sur son timing. J'ai l'impression que
que ses coups sortaient pas vraiment, mais il faut donner aussi crédit à Ulysse qui a neutralisé la boxe de Germain en le faisant reculer. Parce que Germain a besoin d'avoir un peu de distance et d'avancer. Là où il est très bon, Germain, c'est d'être in and out. Il rentre rapidement, il est capable d'entrer soit en ligne droite et de ressortir sur le côté, soit rentrer avec des angles. Il lance sa combinaison et après il ressort très rapidement. Là, il n'a pas pu faire ça parce qu'il était sur les talons. Et il faut que tu sois sur la pointe des pieds pour pouvoir développer une boxe comme ça. Alors, le talon, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a probablement un aspect mental du côté de Germain qui a joué. C'était pas une bonne soirée pour lui. Peut-être des effets de cette défaite précédente contre Pérez. Mais il y a aussi le fait que Ulysse a eu un très bon plan de match qui a vraiment neutralisé les atouts de Germain. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une question, son gabarit qui commence à lui jouer des tours? Parce qu'on sait Germain a Ouais. commencé sa carrière là, chez les poids légers. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec le boxeur professionnel Kenny Victor Cherry la veille du combat pour lui demander les forces et faiblesses des différents boxeurs. Il m'avait dit le point à surveiller du côté de Germain, c'est son gabarit. Est-ce qu'il a atteint la limite? On l'a vu peut-être comme ça a été le cas pour toutes choses étant égales par ailleurs. Évidemment, avec Vasily Lomachenko, on a vu contre un gros boxeur comme Teofimo Lopez, là, ben, c'en était trop. Ouais, bah c'est l'exemple que j'allais te donner pendant que tu me posais la question. Euh, bon, c'est pas, il n'y a pas énormément de livres d'écart entre les deux catégories, mais sur une grosse différence. On s'en rend pas forcément compte. On dit bon bah c'est 5 livres, c'est pas forcément si gros que ça. On a vu la différence de carrure déjà au niveau de la taille, au niveau de la largeur des épaules. Euh, Ulysse arrivait devant Germain et puis ses épaules arrivaient au niveau des yeux. Là, c'était vraiment ça fait une grosse différence au niveau de la force physique, mais au niveau de la longe aussi. C'est beaucoup plus compliqué de gérer un gars qui est aussi large et plus grand que toi comme ça. Alors, quand tu es dans une catégorie supérieure à ta catégorie naturelle, ton talent, il peut, euh, il peut compenser la différence de gabarit, mais à un moment donné, le talent ne peut pas tout compenser. Et quand tu affrontes des gars qui ont au moins autant de talent que toi, voire plus dans le cas de Ulysse, et ben là, ça devient très très compliqué de compenser parce que tu as un déficit au niveau des habiletés, mais aussi au niveau du physique. Ça commence à faire beaucoup. Pour C'est pas juste le mental qui peut ou la motivation qui peut compenser ça. C'est vrai que c'est à l'œil nu là, la différence de gabarit et elle va se revoir encore dans les autres affrontements de ce carré d'as parce que Germain a juste c'est pas sa catégorie naturelle. Il est capable de compenser avec ses habiletés, mais quand tu arrives avec des gars qui sont du même, plus ou moins du même niveau que toi, ça devient un gros handicap. Si le combat entre Ulysse et Germain, plusieurs ben, s'attendaient à ce que ce soit chaudement disputé. La plupart des experts s'attendaient à que l'autre demi-finale, l'autre combat qui était présenté samedi soir à Rimouski entre Ouais. Steve Claggett et David Théroux soit un peu, je dirais pas à sens unique. On disait, bon, première partie de combat excitante, mais Claggett au volume va finir par épuiser Théroux. C'était son premier combat depuis avril 2019. Théroux avait même un peu beaucoup abandonné la boxe en travailler sur des chantiers de Mhm. construction. J'ai eu la chance de lui parler en entrevue quelques jours avant son combat. Il disait, gars, je te mentirais pas, j'avais pas une hygiène de vie d'athlète, mais d'un autre côté, j'ai continué à courir. Puis quand j'ai repris l'entraînement, ben, je me suis dédié à 100% à ça. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. Ça a été très intense au Mhm. début. Les chances de victoire de Théroux, c'était dans le peut-être premier tiers, premier quart du combat. Il a vraiment attaqué le corps de Claggett, mais malheureusement, Ouais. ça n'a pas suffi. Claggett n'a pas été ébranlé. On sait à quel point c'est un athlète hors pair qui se présente toujours dans une forme physique optimale et puis il était capable de finir David Théroux à l'usure, un peu à l'image Ouais. de tous les knockouts qu'il a enregistrés depuis le début de sa carrière. Ouais, c'est ça. C'est que Claggett, on savait ce qu'il allait apporter, puis c'est exactement ce qu'on a vu. Du côté de Théroux, il le savait que c'était en début de combat, et on l'a vu. Hein. Dès le début, dès la première cloche, il a Claggett et tout de suite, il a lancé ses coups de puissance. Mais quand tu lances des coups tout le temps à 100% comme ça de puissance, tu te fatigues beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi eu l'accumulation, ce qui est
le grand point fort de Claggett, c'est l'accumulation des coups. Parce que pour moi, ce qui fait au début, le combat était égal. Théroux l'a dit, comme tu l'as bien mentionné, a fait un excellent travail au corps, des deux mains, et ça a été très efficace. On a vu ce deuxième round, il l'a gagné relativement, je ne vais pas dire facilement, mais il l'a largement gagné parce qu'il a limité le nombre de coups de Claggett en l'attaquant au corps. Et Claggett a dû prendre un pas de recul et récupérer ses énergies de contre-attaquer. Donc au niveau offensif, je trouve que Théroux a fait un beau travail. Il a été efficace. Par contre, là où le bas blesse de son côté, c'est au niveau défensif. Il s'est fait atteindre beaucoup trop souvent. Et cette main gauche, il la garde trop basse. Il s'est fait atteindre très très souvent par la droite de Claggett. En contre, en, sa main gauche reste basse et Claggett garde ses mains très hautes. Et ben dès le départ, la main de Claggett est déjà au-dessus la main droite de Claggett est déjà au-dessus, plus haute que la main gauche de Théroux. Donc il a juste à la projeter vers l'avant pour pouvoir l'atteindre. Il n'a pas à passer par-dessus, elle est déjà par-dessus. Donc il lançait cette droite qui est très courte et il atteignait la cible à chaque fois. Après, on a vu Claggett, comme d'habitude, un gros volume et une belle variation de coups. On a vu des uppercuts, on a vu des crochets, on a vu des crochets au corps, on a vu des coups en ligne droite. Et du côté de Théroux aussi, d'ailleurs, on a vu pas mal de variations. J'ai trouvé que les deux boxeurs ont très bien fait offensivement. Par contre, défensivement, Claggett était nettement au-dessus. Il roule mieux avec les coups. Il bloque beaucoup de coups avec sa garde très haute, alors que Théroux se faisait atteindre un peu trop facilement. Et c'est à cause de ça qu'il a baissé le pied physiquement au fur et à mesure que les rounds avançaient. Et, et aussi, il a été inactif pendant longtemps et qu'il n'avait pas, comme tu l'as mentionné, forcément une hygiène de vie ou au moins un, un entraînement de boxeur professionnel complet. Ça s'est senti sur le long terme dans ce combat. Peut-être que ça sera mieux dans les prochains combats parce qu'il aura justement ce travail fond qui sera fait depuis plusieurs mois, alors que là, la préparation était peut-être un peu trop courte dans son cas, et ça a joué sur la fin du combat. Mais écoute, Claggett fait ça à la plupart de ses adversaires. Il les épuise avec un rythme très très élevé. Il varie très bien ses coups, donc ça devient compliqué de savoir d'où ça vient. Même si gros cogneur, tu encaisses beaucoup de coups à la tête, au corps, ça finit par peser. Et ça a été le cas pour Théroux. Et en plus, ce qui l'a pas aidé, Théroux, c'est cette chaussure qui a déchiré, c'était au 4e round. Pour un cogneur, c'est terrible parce que pour pouvoir développer ta puissance, il faut avoir tes appuis qui sont bien plantés. Et si tu as la chaussure qui est déchirée, tu as le pied qui flotte un petit peu, tu n'as pas un appui qui est stable, et ben ça lui enlève sa plus grande qualité, la puissance. Ben, ça ne l'enlève pas, mais ça la limite un petit peu parce qu'il ne peut pas développer 100% de sa puissance avec une chaussure qui est déchirée et un pied qui n'est pas stable au sol. Oui, puis en bon boxeur d'expérience, ben, Claggett a profité de la situation là, pour Ouais. marteler Théroux de coups. Ça a posé assurément les premiers jalons de sa victoire. Je crois Mhm. qu'on peut attribuer la défaite de Théroux à ce moment précis-là, à ce problème d'équipement-là. Mais assurément que ça a fait une différence. Là. Ça a Ouais. complètement changé le vent de côté. Là. Ouais, ça l'a clairement pas aidé. Puis on a vu à partir de ce moment-là, c'est quand il est parti sur la pente descendante, Théroux. Euh, Malgré le fait que ce soit pas un coup qui l'a fait reculer dans les cordes, euh, Claggett en a profité tout de suite. Et quand Théroux était dans les cordes, là, il l'a atteint avec beaucoup, beaucoup de coups. Et c'est ça qui a commencé, qui a été le début de la fin, en fait, pour David Théroux. Euh, et c'était compliqué. Je ne veux pas blâmer l'arbitre, que c'était compliqué de savoir ce qui se passait. En fait, en direct, moi, j'ai eu l'impression que c'était un coup de tête parce que les deux, il y a eu des échanges de coups et là, il a reculé un petit peu comme s'il avait été ébranlé. Donc, j'avais eu l'impression que c'était un coup de tête qu'il avait sonné, mais c'est tellement un accident d'avoir une chaussure qui déchire que je comprends l'arbitre de pas avoir remarqué ça tout de suite. Et quand il s'en est rendu compte, ben, il a arrêté l'action pour qu'on puisse réparer plus ou moins ce bris d'équipement.
Mais c'est vrai que ça a été le point tournant du combat, en tout cas en termes euh, de comment le combat se déroulait, parce que à partir de ce moment-là, Teru était beaucoup moins compétitif. Mais je pense que c'est dû aussi au fait qu'il ne pouvait pas développer toute sa puissance et vraiment pincer sur son pied pour pousser avec son pied pour avoir le maximum de puissance dans ses coups. Adrien, comme plusieurs, ben, j'étais très enthousiaste à l'annonce du Carré d'As. On sait, hein, la pandémie Ouais. oblige les promoteurs à rivaliser d'imagination pour trouver des concepts qui vont intéresser les amateurs. Je pense qu'en temps normal, Mhm. ce genre de tournoi-là, on y rêvait, mais là, on avait le prétexte idéal parce que les possibilités de combat ne sont pas nécessairement infinies pour les boxeurs ici en raison des quarantaines qui sont obligatoires là, pas nécessairement à l'aller, mais c'est au retour. Là. Dans le fond, Ouais. les athlètes sont obligés d'être isolés. Là, on l'a vu notamment avec les boxeurs d'Eye of the Tiger qui sont allés au Mexique. Ça va être le cas notamment pour Kim Clavel et Marie-Pierre Houle qui vont se battre ce samedi, le 28 novembre. Et par contre, j'ai écrit un papier en marge du carré d'as et je me suis demandé, bon, les tournois, c'est monnaie courante en boxe amateur, on le voit notamment aux Jeux olympiques, aux Jeux du Mhm. Commonwealth, les Jeux panaméricains, mais en boxe professionnelle, c'est plus rare. Bon, on a amplement parlé de la Super Série mondiale de boxe dans ce balado, mais c'est un tournoi à élimination simple. Donc, je suis retourné voir le Super 6 et j'ai un peu déchanté. Je dois t'avouer, je m'en rappelais, là, mais en faisant les recherches, en Mhm. lisant ce qui s'était passé, je me suis dit, oh, c'est pas certain que les 4 boxeurs du carré d'as qu'on a pour la première ronde, c'est ceux qu'on va retrouver pour le début de la ronde éliminatoire. Et là, au lieu d'être Mhm. comme être super enthousiaste pour l'avenir, là, on sait qu'il y a un participant qui est frais et dispo pour la prochaine ronde, et c'est Steve Claggett. David Théroux, généralement, quand un boxeur subit une défaite de la sorte, on lui donne un temps de repos, l'occasion de se Mhm. reconstruire, peut-être 1 ou 2 combats pour prendre la confiance. Là, techniquement, ce ne sera pas le cas parce qu'on a un affrontement qui est prévu contre Mathieu Germain. Et Germain souffre d'une blessure. Et les blessures à la cheville ou à la jambe, c'est jamais évident. Ce n'est pas quelque chose qui se soigne rapidement. Ça va prendre du temps. On n'aurait peut-être pas, si on veut suivre là, le calendrier qui est quand même assez serré, de 3 mois entre la présentation de chacune des rondes, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va être capable d'avoir un camp d'entraînement optimal puis d'être à 100% physiquement dans le ring. Et le cas que je veux m'attarder, c'est celui de Yves Ulysse, un papier à lire de Mathieu Boulay dans le Journal de Montréal qui a été publié ce lundi. Et on voit qu'Ulysse, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes, qui a enfin disons, est allé chercher l'aide qu'il avait besoin pour les régler. On parle de graves crises d'anxiété. Et j'ai eu l'occasion de parler à Junior Ulysse lundi après la fameuse conférence de presse où il était absent, où on avait ni plus ni moins Adrien fait son procès sur la place publique. Ouais. C'était pour moi, bon, comme journaliste, faire mon travail correctement, ça prenait au moins essayer de le contacter et de lui parler. J'ai eu l'occasion de lui parler, une conversation intéressante. Bon, disons, pour on the record, comme on dit, Yves Ulysse n'avait pas de commentaires à faire, ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu, sentait qu'il n'y avait absolument rien à gagner à se lancer dans une guerre de mots. Il dit, j'avais un rendez-vous médical qui était prévu depuis longtemps. Si vous voulez, je vais vous montrer le papier, mais pour moi, c'est ce qui est important. Le reste, j'ai un combat, puis regardez-le. Ben, comme de fait, il a réservé toute une surprise sur le ring. Mais Adrien, c'est quand même inquiétant là, de savoir qu'un boxeur avait une médicamentation qui a dû abandonner parce qu'il n'aurait pas respecté les normes de l'antidopage. C'est un boxeur qui va avoir assurément besoin beaucoup, beaucoup de temps pour se reconstruire. Et Mhm. je ne veux pas faire de prédiction nécessairement, mais j'ai de la difficulté à concevoir que ce boxeur-là puisse remonter dans le ring pour respecter les échéances de ce tournoi. Et même à terme, là, les gens qui étaient présents sur place à Rimouski me disent qu'ils se demandent vraiment s'il va remonter un jour dans l'arène. Tellement, là, il aurait dû célébrer cette victoire-là et finalement, on a vu quelqu'un là, qui était pratiquement au bord des larmes. Là. Il y a une photo quand même assez saisissante qui a été prise par Vincent Etty. On voit, il a les yeux rougis. Là. Il n'avait pas du tout le cœur à la fête. C'est comme si toute l'adrénaline, la pression était tombée, là, puis il a craqué. Ouais. Écoute, c'est un sport qui est tellement dur mentalement que ça te... c'est lourd. C'est très très lourd. C'est déjà lourd physiquement, mais c'est très lourd mentalement aussi.
peux te nommer beaucoup d'exemples, mais je vais te parler de Tyson Fury qui est tombé dans une dépression. C'est pas parce que tu es au top, c'est pas parce que tu portes des victoires, parce que tout va bien, parce que tu gagnes de l'argent que ça va bien mentalement forcément. Ça marche pas comme ça. Et c'est un sport qui est tellement dur que c'est pas étonnant que ça laisse des séquelles physiques. Mais c'est vraiment triste de voir qu'un boxeur aussi talentueux qu'Ivulis peut subir des contre-coups comme ça. Et juste pour revenir sur le premier point que tu disais sur les tournois, c'est vrai qu'un tournoi à élimination directe, déjà je suis content de voir un tournoi local parce que c'est beaucoup en Angleterre et ce que j'aime beaucoup, c'est que les boxeurs britanniques par exemple, ils veulent faire le ménage chez eux avant de passer au niveau européen ou au niveau mondial et ça permet de faire des affrontements qui intéressent beaucoup le public dans des débuts de carrière, si tu veux, avant de passer au plus haut niveau. Par contre, quand c'est fait comme la Super Série mondiale de boxe à élimination directe, c'est beaucoup plus simple d'arriver au bout du tournoi. Quand c'est fait comme le Super Six à l'époque, eh bien, ça peut être plus compliqué parce que tu sais jamais quelle blessure ou quel contretemps va affecter le boxeur qui a perdu. Je pense par exemple à Jermaine Taylor qui s'était fait passer un KO terrible par Arthur Abraham et qui avait dû se retirer du Super Six. Si je me trompe pas, André Direl aussi avait dû se retirer après la commotion cérébrale qu'il avait eue contre Carl Froch, là, qu'il avait frappé quand il avait un genou au sol. Enfin bref, c'est compliqué de garder tous les boxeurs jusqu'à la fin d'un tournoi parce qu'un sport comme la boxe, eh ben, il y a des blessures. Il y a des blessures que ce soit à l'entraînement ou dans les combats, et c'est des blessures qui souvent prennent du temps à soigner. Donc des combats à la ronde comme ça, c'est un peu plus compliqué de pouvoir conserver tout le monde jusqu'à la fin du tournoi. Germain, il a sa blessure à la cheville ou au pied, mais ça c'est physique, il sera peut-être pas prêt dans 3 mois, mais ça va repousser un peu plus. Par contre, dans le cas d'Ulysse, c'est beaucoup plus de temps, voire ça peut, tu l'as mentionné là, il y a une possibilité que ça mette fin à sa carrière s'il ne retrouve pas la motivation ou la confiance ou le bon, comment dire, la bonne approche du combat. Et ça serait vraiment dramatique parce que c'est un boxeur qui a encore tellement à donner, qui a un talent fou. Et s'il est capable de l'exploiter à 100%, il peut faire vraiment de belles choses. Mais écoute, les, les, les difficultés mentales en plus en ce temps de pandémie, on en parle beaucoup là dans la société en général, c'est déjà un fléau. Mais en plus, quand tu es une publique et qu'il y a autant d'attention sur toi, ça peut exacerber ces problèmes-là. Et on souhaite de tout cœur que Yves Ulysse arrive à remettre les choses en place et à se reconstruire. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment inquiétante, non seulement pour le boxe, mais pour l'homme lui-même. On ne veut pas le voir dans un état comme ça. Exactement, parce qu'il y a une vie après le sport, il y a une vie après la boxe, et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est tellement. J'ai eu la chance de le côtoyer depuis ses débuts là, dans la boxe professionnelle, puis c'est quelqu'un tellement de sensible, de commerce agréable. Donc, le plus important, c'est qu'il pense à lui. Adrien, je veux profiter, avant de passer à notre prochain sujet, souligner le départ à la retraite de M. Michel Hamelin, qui était directeur de la division Oui. sport de combat de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Ça fait déjà un bon nombre d'années qu'il était là. Une décennie, il avait commencé comme inspecteur et est devenu grand patron. Et ça peut-être est devenu célèbre d'une certaine manière grâce aux chroniques de Régent Tremblay, tant à l'écrit qu'à la radio. Il faut savoir, c'est quelqu'un qui a été extrêmement agréable à côtoyer professionnellement. C'est quelqu'un qui respectait le travail des journalistes, comprenait ce qu'on avait à faire, que des fois les questions n'étaient pas toujours faciles, et aussi, surtout, avait une grande écoute pour faire d'éducation. C'est quelqu'un avec qui on pouvait discuter de boxe. Il prenait le temps de nous, disons, aller expliquer littéralement là, avec quoi il travaillait, les règlements, les lois qui existent. Derrière chaque décision qui était prise, il y avait toujours une raison logique. Donc, j'aimerais profiter là, de la tribune que j'ai pour lui souhaiter
une bonne retraite. C'est quelqu'un qui a permis là, de. J'ai pas connu nécessairement l'ancienne époque là, où il y avait peut-être un laisser-aller là, burlesque. On l'a vu avec l'annonce du décès de M. Régis Lévesque. On a vu à quel point c'était une autre époque, des Ouais. choses particulières qui se passaient dans le monde de la boxe. Mais avec M. Hamelin, je peux dire les choses marchaient droite et Ouais. donc voilà. Et Adrien, il a amené aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il a amené aussi une crédibilité à l'international pour la boxe au Québec, pour tout ce qui entoure les combats, l'organisation des combats. C'est une des commissions athlétiques qui est très respectée dans le monde. On sait que ça va être sérieux quand il y a un combat qui est organisé, et c'est en partie grâce à lui. Il a permis non seulement d'améliorer les choses au niveau local, mais aussi de faire rayonner la boxe québécoise et les organisations de boxe québécoise à l'international. Adrien, il y a eu beaucoup de mouvements dans le classement des boxeurs livre pour livre à la suite de la défaite de Vasily Lomachenko. Il n'était pas Ouais, nécessairement considéré comme le numéro 1 par tout le monde. On sait que The Ring choisissait Canelo Alvarez. Et j'ai profité ouais. là, de notre retour pour demander aux internautes leur choix de savoir qui est, selon eux, le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. Donc, 48 des gens ont répondu Terence Crawford, 42 Canelo Alvarez, un boxeur que tu aimes beaucoup, Naoya Inoue, que j'ai mis dans les choix Ouais. 6 Et les autres, on a notamment évoqué le nom de Tyson Fury, récolte 4 Mhm. Je me demande, Adrien, quel est ton numéro 1 livre pour livre de la planète? Eh ben moi j'ai mis Terence Crawford. Faut rester conséquent dans ses choix. J'avais auparavant Lomachenko en 1 et Crawford en 2. Donc je peux difficilement ne pas faire passer Crawford numéro 1 maintenant. Précision, pour le classement livre pour livre, c'est très subjectif, bien évidemment. On va regarder la fiche des boxeurs, les combats récents, mais aussi l'historique complet de leurs accomplissements. Mais il y a aussi une partie avec les yeux. C'est pas forcément, ça se lit pas forcément sur une fiche, sur des statistiques. C'est les qualités intrinsèques qu'on voit du boxeur. Et c'est pour ça que je mets Crawford en premier plutôt que d'autres, parce qu'il n'a pas forcément la fiche, les adversaires qui vont avec un statut de numéro 1 livre pour livre, mais par contre, il a les qualités. Il a les qualités de boxe, on le voit, il respire la boxe. Et s'il n'a pas eu les adversaires qu'il mérite avec son talent, eh ben c'est pas à cause de lui, c'est à cause du jeu. On connaît le monde de la boxe, bien évidemment, du jeu politique, que ce soit entre les promoteurs, entre les réseaux de télévision, etc. Mais il est au-dessus de tous les autres, même de Spence chez les 147. Je pense qu'il battrait tous les autres dans cette catégorie. Mais il faut que ça arrive à un moment donné. Il le demande, il le veut, mais ça n'arrive pas. Et ça, c'est un des drames de la boxe. Mais bon, je le mets quand même numéro 1, juste devant Canelo. Canus a réalisé dans le monde de la boxe, mais il y a plus de choses qui me font tiquer chez Canelo, notamment le fait, j'ai du mal à mettre, tu m'excuseras là, mais j'ai du mal à mettre numéro 1 un boxeur qui a été contrôlé positif. Je sais que j'y reviens souvent, mais moi ça passe pas. Ça passe pas quelque chose comme ça, parce que ça remet en doute plusieurs de ses victoires, met en doute sa crédibilité, même si c'est un boxeur de qualité exceptionnelle. Je ne dis pas que c'est un mauvais boxeur, là je le mets quand même numéro 2 de ma liste livre pour livre. Mais malgré tout, ce contrôle positif, ça me dérange. Et il y a aussi autre chose qui me dérange, c'est que il a pris une page du livre de Mayweather, comme c'est le plus gros vendeur du monde boxe, eh ben, il en profite pour pour mettre tous les avantages possibles de son côté. Et c'est là que ça me fait tiquer un petit peu, c'est qu'il joue pas sur un pied d'égalité avec les autres boxeurs. On peut penser par exemple à son dernier combat contre Kovalev, où il n'a pas laissé à Kovalev le temps de récupérer de ce combat contre Anthony Yarde, où il avait déjà subi des dommages. Et les autres boxeurs ne peuvent pas refuser ces conditions parce que c'est le plus gros chèque de leur carrière quand ils affrontent Canelo Alvarez. Donc ils sont obligés de dire oui à tout.
à toutes les conditions qu'il impose. Et ça me dérange parce que le sport, l'essence du sport, c'est l'égalité des chances. C'est que tout le monde part sur un pied d'égalité et ce sont les habiletés qui font en sorte que tu vas connaître du succès. Là, bien évidemment que ces habiletés sont la raison majeure de ses succès à Canelo Alvarez, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Il est avantagé, entre guillemets, par rapport aux autres boxeurs. Dès qu'il y a une décision serrée, ça va tourner en sa faveur. On s'en souvient notamment du premier combat contre Golovkin. Dans le passé aussi, un combat très très serré contre Erislandy Lara qui aurait pu aller au Cubain. À chaque fois, ce combat contre Lara, c'est pas un vol, mais si les rôles avaient été inversés, le résultat aussi aurait été inversé. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu avec Canelo, c'est que malgré toutes ses qualités, malgré tout son talent, il y a ce petit côté inné qui me dérange beaucoup. Et bon, comme je l'ai dit, ce classement-là est très subjectif, mais je trouve que Crawford, lui, fait ce qu'il faut pour être spectaculaire à chacun de ses combats et pour affronter les boxeurs qui sont les meilleurs dans sa catégorie, mais ça marche pas à cause de tout ce qui est autour, mais pas à cause de lui, pas parce que lui ne veut pas parce que lui essaie d'aider les autres boxeurs. Donc, bon, ça se discute bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait des classements livre pour livre, mais je garde Crawford numéro 1 et Alvarez en numéro 2. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et C'est pas la ouais. pandémie qui a fait en sorte qu'on va avoir des désaccords, même si ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Dans le cas de Crawford, je trouve qu'il y a cette formidable capacité de mettre fin au combat quand il le décide, de changer le vent. On l'a vu contre Kell Brooks, c'était un combat intéressant, chaudement disputé. Puis on a eu l'impression qu'au 4e round, il avait envie de faire autre chose de sa soirée, donc décider de mettre fin au combat. Et c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Malheureusement, les tensions avec Bob Arum, on sait Crawford veut affronter les meilleurs boxeurs chez les mi-moyens. Et Arum a un petit peu fait un coup de semonce en disant il va falloir qu'il commence à comprendre là, que les médias sociaux, c'est important. Il va devoir devenir populaire. Il évoquait là, le nom de plusieurs boxeurs qui ont réussi à se créer là, une bonne base de partisans en étant populaires sur des plateformes comme Instagram. Donc, est-ce que ça va être la fin d'une association entre les deux clans? Parce qu'une bourse d'à peu près 4 millions de dollars là, qui a été versée pour son dernier combat. Arum a l'air à dire que tous les combats de Crawford là, dernièrement, ça a été fait à perte parce qu'il ne suscite pas assez d'intérêt. Pourtant, il a tout ce qu'il faut dans le ring parce que c'est un des boxeurs qui est assurément là, les plus agréables à voir. Là. Il passe continuellement de gaucher à droitier dans ses combats. Là. C'est du grand art. Ouais, Adrien, cette manière d'être aussi efficace gauche et droit. Et comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs finisseurs du monde de la boxe. Il a ce côté méchant. Dès qu'il voit que l'adversaire est dans le trouble, il va l'achever. Et puis il le fait intelligemment. Il se jette pas dessus. Il feinte. C'est vraiment du grand art. Adrien, on sait que le temps passe toujours vite en agréable compagnie et c'est pas différent cette fois. On avait préparé une liste de combats à surveiller. Maintenant, vu qu'on n'a pas tant de temps, je vais prendre à l'essentiel, choisir peut-être les 2-3 combats qu'on va surveiller avec le plus d'attention. Pour moi, la date, là, j'ai plusieurs dates au calendrier parce que c'est très chargé, mais le combat entre Canelo Alvarez et Callum Smith m'intéresse particulièrement. C'est présenté le 19 décembre prochain sur DAZN. Bon, Canelo, tu l'as dit, c'est le boxeur le plus populaire de la planète et ça fait plus d'1 an qu'il ne s'est pas battu. Ouais. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, on a déchiré le contrat de 5 ans. C'était un minimum de 11 combats, 365 millions de dollars. Ça avait été signé en octobre 2018 et là, on a décidé d'un commun accord de mettre fin à cette entente. Il faut savoir que l'entente ne liait pas Canelo Alvarez à DAZN. Ça liait vraiment Golden Boy Promotions à DAZN et Golden Boy s'arrangeait ensuite pour rémunérer Canelo Alvarez là, selon les termes qu'il y avait entre les parties. C'est pour ça que Canelo se retrouve sur la plateforme DAZN pour ce combat et je trouve enfin sur papier un vrai combat intéressant parce qu'il y a eu 3 combats qui ont été disputés sur DAZN. Le premier, c'était contre Rocky Fielding. On disait c'était un cadeau pour lui donner une ceinture à 168 livres qui était le titre régulier de la WBA. Ensuite, un bon combat contre un bon technicien, Daniel Jacobs.
Et ensuite, un boxeur, on a fêté récemment le premier anniversaire, hein, les deux, Kovalev, Canelo Alvarez, qui attendaient évachés sur leur sofa le début du combat. On attendait que l'UFC se termine. Fait intéressant aussi à noter, 3 combats dans 3 catégories de poids différentes, hein, 168, 160 et 175. Et là, à mon avis, il affronte, bon, Jacobs, oui, c'est un bon boxeur technique, mais là, il affronte ce qui est pas mal le meilleur boxeur à 168 livres, Callum Smith. C'est un boxeur qui est très légitime, super champion de la WBA, surtout champion du tournoi de la première saison de la Super Série mondiale de boxe. On sait, il y avait eu des tournois chez les lourds légers qui avaient couronné Alexander Usyk. Chez les super moyens, on avait couronné Callum Smith qui avait battu George Groves en finale. Je trouve que c'est un excellent combat sur papier. Est-ce que mes attentes seront comblées? Je pense que oui, parce que c'est un des meilleurs disponibles pour Canelo. Et c'est pas un combat facile. Alors, j'ai critiqué Canelo quand il est monté à 168 pour affronter Rocky Fielding, qui était vraiment un faire-valoir. C'était vraiment pour avoir la ceinture. À 175, il était dans des conditions favorables contre un Kovalev vieillissant qui s'était battu pas longtemps avant, même s'il a une très belle performance contre Kovalev. Mais là, il prend des risques contre Callum Smith, qui est encore jeune, qui est dans la fleur de l'âge, qui est un boxeur dangereux, expérimenté, bien sûr pas autant que Canelo, mais qui a quand même une bonne expérience au haut niveau. Il y a aussi un petit côté émotif parce que Callum Smith va essayer de venger son frère Liam, qui avait perdu contre Alvarez en 2016. Mais c'est pas le même type de boxeur. Il y a une énorme différence de gabarit. Canelo mesure 5 pieds 8, Callum Smith mesure 6 pieds 3. Canelo a une portée de 71 pouces, une portée de 78 pouces. C'est énorme, 7 pouces de portée, un avantage de 7 pouces de portée pour Smith. Là où je mets un petit bémol, par contre, c'est que Smith a été impressionnant à chacune de ses sorties, sauf à la dernière contre John Ryder, où il n'est pas passé loin de la défaite parce qu'il avait eu beaucoup de mal à sa qualité. Et Ryder a un physique qui ressemble beaucoup à celui de Canelo, beaucoup plus petit, et trapu, si tu veux. Et ce qui est l'avantage de taille et de portée de Smith était en fait devenu un désavantage parce qu'il avait eu beaucoup de mal à frapper vers le bas. Et Ryder avait eu une très bonne tactique, c'est qu'il s'approchait de Smith en squattant. Donc il restait très bas sur ses appuis. Et ça a beaucoup, beaucoup dérangé Smith, qui a jamais été capable de lancer ses coups normalement parce qu'il fallait aller chercher beaucoup trop bas. Et je ne sais pas si Canelo a évidemment vu ce combat-là, va utiliser la même tactique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut voir des similitudes entre le physique de Ryder et le physique de Canelo. Et peut-être que si Canelo reste bas aussi, cet avantage de portée et surtout de taille, mais vraiment la taille de Smith qui va devenir un handicap pour lui, parce que la différence est tellement grande que ça devient trop compliqué pour lui de frapper plus bas. Bon, c'est sûr qu'il a travaillé là-dessus après ce combat contre Ryder. Peut-être aussi que c'était une mauvaise soirée pour lui. Mais c'est le petit bémol que j'ai apporté, c'est que Smith, à son dernier combat, ça a été une de ses moins bonnes sorties récemment, mais celle précédemment dans la super série mondiale de boxe, il avait été très impressionnant. C'est un gars qui est fort physiquement, qui a vraiment une grande envergure, qui a une bonne force de frappe, qui a une bonne technique, qui lance beaucoup de coups. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de qualités. Il y a très peu de défauts chez Callum Smith. Écoute, ça va être un très bon combat. Et là, si Canelo remporte ce combat-là, peut-être que je vais lui donner le premier rang de mon classement, parce que c'est vraiment le meilleur adversaire à 168 livres et c'est probablement le plus dangereux. Donc là, Canelo prend des risques. Là, il va vraiment le tout pour le tout. Quoique l'adversaire qui était pressenti pour lui auparavant, Caleb Plant, est pas forcément le plus connu, mais statistiquement, en termes de style de boxe, il
aurait posé des problèmes à Canelo parce que c'est un gars qui est quand même patient, méthodique et qui est très très rapide. Donc c'est un moins gros nom que Callum Smith, mais je pense qu'il aurait pu déranger aussi, peut-être pas le battre, mais c'est un adversaire aussi intéressant à 168, mais je suis très content que Canelo aille chercher le numéro 1 de la catégorie, celui qui est le meilleur, qui a le consensus pour être le meilleur de la catégorie. D'ailleurs, on n'aura pas le temps de revenir sur les autres combats, mais pour ceux qui s'intéressent, il y a Daniel Jacobs contre Gabriel Rosado ce vendredi à 20h sur DAZN. Ce samedi 17h, présenté sur TSN Direct, Daniel Dubois contre Joe Joyce, deux poids lourds britanniques invaincus. Ça, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est pas un combat de championnat du monde, mais il y a 4 titres mineurs à l'enjeu. C'est un combat qui est très, très important. Sinon, Errol Spence fils contre Danny Garcia le 5 décembre, c'est présenté à la télévision à la carte. C'est le premier combat de Spence depuis son terrible accident de voiture qu'il a subi il y a déjà quelques temps. C'en était seulement tiré avec des blessures au visage, aucune fracture significative, mais il est favori des preneurs au livre, mais Danny Garcia peut quand même lui donner du fil à retordre. Et finalement, Anthony Joshua contre Kubrat Pulev le 12 décembre sur DAZN. Eh bien, c'est le premier combat de Joshua depuis sa victoire contre Andy Ruiz, où il était devenu champion unifié, redevenu plutôt champion unifié des poids lourds. Pulev est négligé à 7 contre 1. Sa seule défaite en carrière, c'est contre Vladimir Klitschko en novembre 2014. Donc, est-ce qu'il a de réelles chances? Joshua, Klitschko ont des profils semblables, des longues allonges. On se sert du jab. Mais bon, voir le meilleur poids lourd, quoi que c'est discutable avec Tyson Fury, là, c'est le combat qu'on attend, Joshua Fury. Mais de voir Anthony Joshua à l'œuvre, c'est toujours un événement. Oui, ça fait toujours plaisir et je pense que Pulev, on va lui offrir une bonne opposition dans les premiers rounds, mais je vois pas Pulev gagner ce combat-là. Il a, comme tu l'as dit, Joshua a les mêmes qualités que Klitschko et Pulev avait eu beaucoup de mal contre Klitschko. Le Bulgare, il a un bon jab, mais c'est pas le plus gros cogneur, il est fort physiquement, mais est-ce qu'il Joshua l'est aussi. Donc, je pense que Joshua, il n'a pas la pression du résultat, la pression de la manière, comme ça avait été le cas dans le premier combat. Donc, il ne prendra pas les risques inconsidérés, il va être méthodique et je pense qu'il va briser petit à petit Pulev. Mais chez les lourds, c'est ce combat entre Dubois et Joyce qui m'intéresse le plus. Dubois, pour moi, c'est le meilleur espoir chez les poids lourds, chez les jeunes poids lourds. Et en face, on a quand même un médaillé d'argent des Jeux de Rio, Joyce, qui est le George Foreman du pauvre. C'est un gars qui est terriblement lent, mais qui trouve quand même le moyen de peser sur ses adversaires avec des mains très lourdes. J'ai hâte de voir ce combat. Et juste une petite note pour dire aussi que Tony Yoka continue à prendre l'autoroute chez les professionnels. Il va affronter Christian Hammer, ça va être le 27 novembre. Et même si c'est son 9e combat, il a déjà affronté de très bons adversaires pour un début de carrière. Christian Hammer, c'est pas mal. Il avait Michel Wallich, l'Allemand, qui était pas mal aussi. Il y avait Dimitrenko, David Allen, et à son dernier combat, il a mis un KO à Johan Diopa au premier round. Ça m'a vraiment impressionné, même si je trouve que l'arbitre a arrêté le combat un peu rapidement. C'était une très très belle performance de Tony Yoka. Adrien, c'est ce qui conclut cet épisode du Compte de 8. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter notre page Facebook ou encore le rds.ca/balado-diffusion. Donc, au nom d'Olivier Côté à la mise en onde, Luc Dansereau à la production, Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.